Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'aller à la rencontre de Magali Auger. Salut Magali. Hello Sébastien. Écoute, ça fait un petit moment qu'on avait envie de prendre ce rendez-vous. Et puis finalement, ce rendez-vous, il se prend à un moment, à une tournure finalement dans ta carrière professionnelle où tu prends un peu ton envol. Donc finalement, ça tombe au bon moment. Exactement, parce que j'ai créé cette semaine ma nouvelle société, donc France Coaching. Voilà, tu vois, comme quoi on avait, comment dire, c'est vrai qu'on avait, émis à plusieurs moments l'envie de se rencontrer autour d'un podcast. Hein. Je sais qu'il y a le tien qui est super, et puis du coup, le mien aussi qui est génial. Et du coup, voilà, écoute, aujourd'hui, c'est chose faite, la rencontre se fait. On va pouvoir un petit peu aller introspecter ton mental de coach pour aussi parler de ce que tu faisais, puisque finalement, tu avais une autre casquette avec plein de responsabilités, dont tu pourras nous parler, des responsabilités qui forcément amènent aussi développer des qualités mentales pour pouvoir gérer plein de choses. Donc voilà, on est parti. Alors Magali, on commence toujours par un petit portrait chinois, c'était ok, on commence par là. Allez, on y va. Alors Magali, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu? Explique-nous pourquoi. Jaune, sans hésitation. Le jaune. Parce que c'est pour moi la couleur lumineuse qui me fait penser évidemment au soleil, à la lumière. Ça me donne de l'énergie et d'ailleurs, je me rappelle très bien que c'était déjà ma couleur préférée quand j'étais petite, que ça m'a suivi. Ok. Ah ouais, moi sur LinkedIn, je suis passé du jaune au bleu. Le jaune, ça fait penser au soleil et le bleu, ça me fait penser à la mer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui mes couleurs sur France Coaching, c'est du jaune et du bleu. Voilà, tu vois comme quoi on est alignés sur les couleurs. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? Donc moi, j'aime bien le repas du midi. C'est un moment qui est une vraie pause dans la journée et j'ai parfois négligé, trop souvent. Et donc maintenant, j'y accorde une importance un petit peu plus particulière. Voilà, c'est un moment où j'arrive à faire le point sur ma journée, ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, voilà. Et puis c'était souvent un moment de convivialité où je partage des bons repas, des bons instants, des bons échanges aussi avec des gens, donc voilà. On dit que c'est notre deuxième cerveau, voire le premier. Si tu devais choisir un livre
T'es inspiré, tu choisirais lequel? Oh là, il y en a beaucoup. Je pourrais dire, par exemple, qui a piqué mon fromage? J'ai adoré ce livre. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. C'est sur, en gros, de la conduite de changement et ça permet de voir un peu les différents types de réactions quand il y a une modification, quand il y a un changement ou quand, au contraire, il y a quelque chose que tu veux mais qui n'arrive pas. C'est comment tu réagis et ouais, j'en ai pas plus parce que je trouve que c'est vraiment c'est extrêmement surprenant. Tu attises ma curiosité, lui. C'est très facile à lire, c'est très aisé, c'est très simple et en fait, c'est un livre que j'ai eu l'occasion dans ma carrière, quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça tellement génial que je l'ai acheté à tous mes collaborateurs. Comme ça nous a fait un peu une culture commune quand on parlait de conduite de changement, par exemple. Ça fait penser à un petit bouquin là, qu'on m'avait conseillé de lire, et puis du coup, je l'ai prêté, je sais plus où il est maintenant. On me l'a pris, faudrait que je le rachète. C'est le Chevalier à l'armure rouillée. Je connais pas. Ah ben voilà, tu vois, on fait un échange de bons procédés. Exactement. Le Chevalier à l'armure rouillée. Tu vois, c'est intéressant. C'est noté. Ben justement, si tu devais choisir une citation ou un mantra qui guide ton quotidien, tu choisirais lequel? Oh, je dirais que là où il y a une volonté se trouve un chemin, tout simplement. C'est d'ailleurs écrit en haut de mon CV. Donc, tu vois, c'est pour te dire à quel point ça me tient à cœur. Alors, du coup, je sais que tu étais dans les RH, hein, donc c'est pas un entretien d'embauche, mais pas loin. Si tu veux, ta principale qualité, ça serait laquelle? Persévérant. Alors certains, des fois, j'ai des amis qui me taquinent, qui me disent « Avec tes cheveux, tu ressembles à un caniche, mais en fait, t'es un vrai pitbull. » C'est-à-dire que quand j'ai décidé quelque chose, je vais vraiment me donner à fond et je vais pas lâcher. Et d'ailleurs, le point de vigilance qu'il faut que j'ai, mon égard, c'est justement de savoir aussi de temps en temps lâcher prise en se disant « Non, là, c'est pas possible, c'est irréaliste, c'est pas atteignable et il faut abandonner. » Voilà. Bon. Ils sont sympas, tes amis, avec la cocaïne. Mais je suis du théâtre d'improvisation, donc ça m'arrive aussi de jouer le caniche. Donc bon, voilà pourquoi. Je sais que, je crois que c'est une histoire un peu incroyable, mais le seul chien qui a essayé de me mordre un jour, c'est pas un gros chien, c'est un petit caniche. Ah, ça peut arriver. Hein. J'ai adopté aussi un caniche croisé à la SPA qui m'a accompagné pendant 18 ans. Cette petite ficelle. Et en fait, tout le monde me disait « Ah, vous vous ressemblez !» Et en fait, on se ressemblait effectivement pas que physiquement, mais aussi dans le caractère. C'est qu'elle non plus, elle lâchait pas, mais elle savait quand même y faire pour atteindre ses objectifs. Ok. Bon, une deuxième, en lien avec la RH. Ton principal trait de caractère? J'allais dire, ma principale qualité, c'est déjà aussi un principal caractère. Alors, j'hésite, mais je pense que c'est vraiment le fait d'être très, je vais le dire comme ça, très ouverte aux choses, c'est-à-dire que je suis curieuse, je vais chercher à apprendre, je vais m'adapter au nouveau contexte, tout ce que je connais pas m'attire, pour le meilleur et pour le pire parfois, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, et ce qui m'anime, y compris d'ailleurs à travers mon podcast ou plein d'autres choses, c'est de pouvoir se rencontrer les gens, se connecter en fait. Et je pense que ça, c'est aussi parce que j'arrive à m'adapter à des environnements ou des typologies de personnes très différentes. Et ce qui m'intéresse, c'est que je trouve qu'ils peuvent aussi s'apporter. Enfin, voilà, la diversité des approches, des paradigmes, je trouve qu'elle est... On a tous une petite part, en fait, de vérité. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire croiser les regards, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend les uns les autres, quoi. Ouais, du coup, encore un point commun à mettre en synergie les uns avec les autres. C'est vrai que c'est chouette d'arriver à faire matcher des gens parfois totalement... Enfin, on pourrait penser qu'ils sont totalement à l'opposé, mais finalement, se faire se rencontrer, les rendre complémentaires. Complètement, tu vois, ça me fait penser à une anecdote. L'année dernière, j'ai passé la moitié de ma journée avec des mineurs non accompagnés, demandeurs d'asile, etc., qui avaient des difficultés à pouvoir avoir leur autorisation de travail, leurs papiers, etc. Et puis le soir, j'étais avec un dîner avec des DRH du CAC 40, tu vois. Et ça me faisait vraiment rire de me dire, là, j'ai fait à peu près les extrêmes, tu vois, dans la même journée. Et en fait, je me sens aussi à l'aise dans les deux types d'environnement parce que ça a aussi du sens pour moi dans les deux cas. Et ce qui m'intéresse après, c'est justement de faire en sorte que ces deux mondes puissent se croiser. Ouais, parce que je pense que ça peut t'apporter. C'est sûr. Bon, je suppose que tu écoutes des podcasts, et si oui, c'est quoi ton trio magique? Alors, j'écoute le board de famille. J'écoute Marketing Square aussi, Caroline.
j'ai découvert le podcast Petite Enfance de Amal Cosma, vraiment un podcast spécialisé sur les crèches, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un univers que je connais moins, et je me suis aperçue qu'il y a aussi plein de points communs avec des choses que je connais pour le coup, sur des questions par exemple de gestion d'équipe, de management, de motivation, d'engagement. Donc voilà, c'est intéressant également. Ouais, puis enfin, si vous ne voulez pas trop se tromper sur les ressources humaines, quoi, parce que C'est ça, les enjeux sont importants. c'est vrai. Si je te dis philosophe, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'idée? Alors j'allais dire il y a pas mal de choses. En fait, j'ai adoré un livre qui m'a fait découvrir justement pas mal la philosophie, c'est Le Monde de Sophie. Et ça m'a permis justement d'avoir une vision assez exhaustive des différents philosophes. Et en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qui sont les philosophes actuels. C'est-à-dire qui sont les... Tu vois, je parle pas des philosophes du passé parce que voilà, que je trouve intéressant, c'est de savoir comment aujourd'hui la philosophie peut avoir une place dans l'entreprise, par exemple. J'ai eu l'occasion d'échanger et de recevoir à mon micro, et j'ai pas encore sorti l'épisode, avec Gilles Verhuis, qui est un prof en philosophie. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la philosophie, elle a vraiment sa place dans notre monde? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que les grands penseurs peuvent aujourd'hui nous apporter comme regard complètement d'actualité? Mais aussi, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles questions, ou est-ce que finalement, c'est pas un peu une redite, mais avec un nouveau contexte, tu vois? Est-ce que c'est pas simplement de l'adaptation de choses qui ont déjà été dites depuis des années par tu vois, Socrate, Platon, etc. J'aime bien cette approche. Ouais, c'est clair. En tout cas, le contexte, c'est sûr qu'il change. Après, moi, j'ai l'impression que l'humain, il est en boucle. En fait, tu sais, c'est un peu comme la musique. Tu pourrais dire, on connaît déjà toutes les notes, et pourtant, on arrive à faire quand même des nouvelles chansons. Du coup, tu vois, j'ai un peu la même approche avec la philosophie en me disant les grandes questions, on se les est toutes déjà posées, et en même temps, il y a forcément des choses nouvelles qui peuvent aussi émerger parce qu'on est dans un contexte nouveau, et c'est peut-être justement en croisant des différentes approches, différentes représentations du monde qu'on peut peut-être créer des choses nouvelles. En tout cas, c'est un sujet que je trouve passionnant. Tu as lu un petit peu les ouvrages de Charles Pépin? Ou est-ce que tu écoutes son podcast ou... Non, je connais pas. Écoute, je t'invite à découvrir Charles Pépin. Moi, j'aime beaucoup Charles Pépin. J'ai lu un peu ses livres. Là, je lis son dernier, mais j'aime beaucoup son approche, en tout cas, sur ses livres, la confiance en soi, les vertus de l'échec, les rencontres. Du coup, il a une approche que j'aime bien. Puis, pour moi, c'est un philosophe de notre époque. Voilà. Après, en tout cas, sur des thématiques que j'aime beaucoup. Avec plaisir pour découvrir. Allez, une petite dernière, et ensuite on parle de ton parcours. Peut-être tu connais, ça me fait penser. Il y a un livre qui s'appelle 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Non, je connais pas. C'est vachement intéressant. Fabrice Midal, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an. Sorti en 2020, je crois. Et c'est vachement intéressant, justement, parce que ça permet de prendre des thèmes un peu génériques, un peu fondamentaux, et en même temps de se les restituer dans l'époque d'aujourd'hui. Il doit avoir beaucoup de placements de produits aujourd'hui. Hein. Et pourtant, je ne suis sponsorisée par personne. Hein. Maintenant, on va prendre des royalties. Hein. Bon, en tout cas, mais c'est chouette. Ma dernière question, c'est la meilleure, tu verras. Si tu devais inviter quelqu'un que tu aimerais bien écouter sur mon podcast, tu penses à qui? Attends, je vais réfléchir parce que faudrait que ce soit quelqu'un qui va peu sur les podcasts, et il faudrait que je m'assure que tu l'as jamais eu. Mon conjoint, tiens, il est chef de service à l'aide sociale à l'enfance, et je pense qu'il a plein de choses à dire sur le monde du social et la force du mental. Donc je pense que vous pouvez avoir des choses à exprimer, notamment sur la question de l'éducation. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Même. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose, quoi. C'est ça. Il y a un gros sujet, et bon, voilà. Ça peut être venir de... Si je t'ai dit, genre, beaucoup de besoins et peu de moyens. C'est ça. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être ma manière à moi de contribuer à cette cause effectivement de la protection des enfants à ma manière. Écoute, on va enchaîner sur ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ton parcours? Alors, je sais que t'as croisé les chemins, mais qu'est-ce que tu faisais? Alors, je viens de faire 20 ans de fonction de DRH et de DG. Donc, 15 ans de fonction de DRH en collectivité territoriale et 5 ans en fonction de DG sur un établissement public. Et en fait, mon poste de DG a été supprimé en juin dernier
suite à une réforme nationale, fusion régionale, mon poste ADG a été supprimé. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma structure. C'est une petite musique que j'avais dans la tête depuis maintenant assez longtemps, puisque pour tout dire, je me suis formée au coaching en 2009. En fait, je fais du coaching professionnel de manière bénévole depuis 2009, donc ça fait maintenant 14 ans. Et à l'époque, j'avais d'ailleurs pas passé ma certif parce que c'était le jour où je prenais mon poste de DRH. Du coup, j'ai passé ma certif 10 ans après. Donc, je suis aujourd'hui à la fois sur le coaching professionnel individuel, collectif, et je me suis spécialisée sur un outil sur même 2 techniques et un outil. Donc, sur l'ikigai, je sais pas si ça te parle. L'ikigai, donc Ikigai, c'est vraiment toute la démarche qui aide à définir le projet professionnel et qui permet de trouver un sens, en fait, à son engagement professionnel au sein de sa vie en général. Et puis, je me suis spécialisée sur un outil qui s'appelle le Predom. Donc, c'est PREDOM. C'est un outil de connaissance de soi, sur les préférences dominantes. Donc, tout ce qui est lié aux réflexes comportementaux naturels. Et en fait, je suis persuadée aujourd'hui que vraiment pour avancer, pour progresser, pour être plus efficace, plus serein, plus heureux dans sa vie, c'est important de réussir à manier correctement la machine qui est à notre disposition, c'est-à-dire notre corps, notre mental et nos envies, nos émotions, etc. Quand j'ai découvert en fait le Predom il y a quelques années, j'ai été absolument bluffée parce que je connais à peu près tous les tests qui ont été déployés en France depuis 20 ans. Je les ai tous faits, ProcessCom, DISC, Enneagramme, etc. Et en fait, je trouve ça souvent assez caricatural. Donc là, je suis pas en train de me faire que des amis parmi ceux qui m'écoutent, mais c'est pas grave, j'assume. Je trouve que souvent, on nous met un peu des étiquettes sur la tête et je trouve que c'est plutôt enfermant. Et en fait, quand j'ai passé le Predom, j'ai retrouvé de la nuance, de la subtilité, mais aussi les contradictions qui nous animent tous. Parfois, on pense dans un sens et puis on agit dans un autre, et c'est comme ça, et c'est pas grave, faut l'accepter, mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Et ces petits tiraillements, souvent, ils ont en fait un sens. Et c'est ce que j'ai réussi à retrouver à travers le Predom, où c'est vraiment bluffant, où toutes les personnes à qui je le fais passer, d'ailleurs, je l'ai fait passer, par exemple, à Caroline. Là, j'ai vu qu'elle avait mis message dans sa newsletter et dans un de ses posts cette semaine en disant qu'effectivement, le Predom, elle avait trouvé ça absolument bluffant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est mon produit d'appel, on va dire. À l'époque, mon employeur qui l'avait financé l'avait payé assez cher. Pour tout dire, il avait payé 1 590 € hors taxe. Et moi, j'ai décidé de le proposer vraiment en produit d'appel à 500 €, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent le faire et qui puissent apprendre d'eux-mêmes, en fait. Et du coup, on pourra faire un épisode dédié à ces 2 outils, si tu veux, puisque le podcast a une version plus courte où, en fait, je fais appel à des experts. J'ai appelé ça parole d'expert. Pour venir un petit peu parler des différents outils qu'on peut retrouver dans le coaching, la préparation mentale. Avec beaucoup de... Et moi, je vais pas me faire des copains non plus. Comme je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas formés vraiment bien au coaching et qui n'ont pas d'expérience, et comme il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui valent pas grand-chose, et qu'on retrouve de gens finalement qui coachent des gens, mais on sait pas d'où ça sort. Ouais, complètement d'accord. D'interviewer des experts, parler des outils qui peuvent être mis à la disposition de chacun, parce que chaque individu, comme on dit souvent, chaque individu est unique et répond de manière unique par rapport à plein de choses, par rapport à soi, par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. Je trouvais intéressant du coup d'aller à la rencontre d'experts dans différents... Oui, avec plaisir, surtout qu'en fait, c'est un outil qui est pas aussi connu que les autres outils que je citais tout à l'heure, parce que tout simplement, il a été conçu il y a 30 ans, enfin en 94, mais par des gens qui n'ont pas eu besoin de le développer commercialement parce qu'ils avaient largement les moyens. Et donc, ils ont consacré toutes leurs connaissances, leur expertise à le mettre à jour chaque année, à approfondir son contenu. Et c'est pour ça qu'il est moins connu, mais c'est aussi pour ça que je l'ai découvert tardivement. Et j'aurais tellement aimé le découvrir il y a quelques années, je pense que j'aurais gagné du temps, quoi. Voilà. Écoute, en tout cas, au plaisir de le découvrir. Là, tu te lances dans de nouvelles aventures. De quoi tu es le plus satisfaite avec le recul ? Franchement, ça va paraître peut-être prétentieux, mais je le pense vraiment comme ça, d'être partie de rien et d'avoir réussi à monter jusqu'en haut de la pyramide hiérarchique. Et finalement, j'en suis redescendue aussi. Ouais, quelque part d'avoir cru que c'était possible. Là où, à l'époque, on m'a dit, pour la petite anecdote par exemple, quand j'ai dit je veux être DRH, mon père m'a dit, mais attends, il y a 600 ouvriers, un DRH dans mon usine, donc il vaut mieux être ouvrier, il y a plus de boulot. J'ai dit, ouais, ok, bon. Quand j'ai dit,
je veux faire une école supérieure de commerce, alors que j'avais fait une licence à la fac et que j'étais boursière à l'époque. On m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, les écoles de commerce, déjà, t'as pas le profil, faut sortir d'un certain milieu, et puis de toute façon, t'as pas les moyens de le financer. Donc, et en fait, j'ai réussi à, je l'ai fait en apprentissage, parce qu'à l'époque, donc c'était 98, il y avait très peu d'écoles qui proposaient l'apprentissage sur du niveau Bac+5. Et finalement, j'ai sélectionné j'ai sélectionné les opportunités par rapport à mes capacités à financer, etc. Et je me dis que si moi j'ai réussi, je suis pas meilleure qu'une autre, c'est qu'à un moment donné, c'est possible. Je pense que c'est parce que j'y ai cru. Et donc, ce que j'ai envie de peut-être partager là à ton micro, c'est dire à tout un tas de gens qui se disent « Non, mais ça, c'est pas pour moi. » Mais en fait, prenez votre place, prenez la place que vous avez envie et ne vous laissez pas enfermer par les croyances des autres. C'est ça que j'ai envie de passer comme message. Ah, un beau message. Un beau message. On le rappellera à la fin, hein, si tu as, à moins que tu en aies un autre à faire passer. Alors, si je te dis le mot mental et que je te demande de le définir à ta sauce, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le mental? Ouais, le mot mental. Pour moi, j'y mets derrière. Alors, c'est marrant parce que je vais la semaine prochaine à une conférence sur justement la question du mental, et une conférence qui est animée par un de mes amis qui a traversé la Manche à la nage. Donc, il doit être le 31e français, je crois. Donc, tu vois, on aurait pu faire l'enregistrement après, j'aurais eu encore plus de choses à te dire. Mais déjà, à ce stade-là, moi, j'y mets une forme de force de caractère, de peut-être de tempérament, tout ce qui peut être. Je suis aussi secouriste en santé mentale, donc forcément, j'y mets aussi le volet positif comme négatif, c'est-à-dire que ça peut être une force, mais ça peut aussi parfois être un frein. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le coaching, c'est de voir comment on peut aider à se libérer de ses croyances limitantes, à couper les élastiques du passé qui nous retiennent en arrière et qui nous empêchent d'avancer. C'est le fait de se dire que c'est là aussi où on apprend à gérer, je vais le dire comme ça, ses émotions, qui est entre guillemets le média qu'on a pour pouvoir entrer en relation avec les autres et avec la vie. Voilà, j'y mets un peu tout ça. Ok, ouais, ça fait penser, je sais pas pourquoi, tu sais, moi j'ai souvent des images qui viennent en tête, cette image, t'as du frein, ça m'a fait penser à donner les moyens aux gens d'arriver à lever le frein à main pour pouvoir partir à la voiture. Ouais, mais complètement. Alors toi, personnellement, comment tu te prépares mentalement? Est-ce que tu as des rituels, des outils? Qu'est-ce que tu mets en pratique pour toi? Alors, je mets plusieurs choses en pratique, ça dépend des moments. Mais par exemple, si, tu vois, je te disais tout à l'heure, je fais du théâtre d'improvisation, par exemple. Là où il y a plein de gens qui vont être stressés, qui vont avoir du mal à y aller, moi déjà, ça me galvanise. Mais en plus, je fais quelques exercices, par exemple, de respiration. Je fais de la sophrologie depuis 2012, donc ça fait 11 ans. Donc, je fais des exercices de respiration. Je fais des exercices de concentration, donc où je vais mettre en action mon corps dans des exercices un peu répétitifs pour m'assurer que je suis complètement dans le moment présent. Je travaille, par exemple, aussi des questions d'articulation. Je sais pas, je vais échauffer mes cordes vocales, je vais m'assurer d'avoir une bonne élocution, etc., etc. Et puis, ce que je peux pas faire en impro, mais que je fais par contre sur le champ professionnel, c'est que je me projette. C'est-à-dire, je me projette dans la situation, je la visualise, je me vois être en train de dire telle ou telle chose ou de faire telle ou telle chose. Évidemment, je prépare avant quelques points clés qui me semblent importants comme message à passer. Mais après, surtout, je m'imagine être en train de le faire. Et du coup, c'est là aussi où je peux m'apercevoir que parfois, il y a des choses qui peuvent se produire que j'avais pas forcément imaginées, parce que ça me vient à travers la visualisation. Et donc, ça me permet de compléter ma préparation sur le fond, de peut-être penser à des contre-arguments, des réfutations, des choses comme ça. Tout dépend de la situation, mais par exemple, tu vois, j'ai fait aussi beaucoup de dialogue social en tant que DRH. Par exemple, clairement, je vais définir ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas. Et il y a une frontière, à un moment donné, par rapport à ce que l'autre personne peut vouloir et jusqu'où elle est prête à accepter. Donc, je vais essayer de travailler ces zones de convergence, tu vois, par exemple. Ok, dialogue social, ça me parle. Du coup, tu étais, comment dire, tu faisais ça avec les différents syndicats qui existaient. Bien sûr. Ok. Représentant du personnel et délégués syndicaux, ouais. On va partir sur la thématique de la confiance et les droits et les droits. On va commencer par la confiance. Comment s'est construite ta confiance?
Ma confiance en moi ou ma confiance en les autres? Ah bah écoute, on peut aborder les deux. Hein. D'abord la tienne, parce que souvent, il y a eu plusieurs invités avec des parcours totalement différents, avec certains qui arrivent à partir avec une bonne estime d'eux-mêmes et une belle confiance en eux dès le départ, qui vont conserver tout au long de leur parcours, et d'autres qui m'expriment le fait que, au contraire, en fait, c'est les expériences, les échecs, mais le fait d'être persévérant qui ont fait que, finalement, en fait, cette confiance, alors c'est l'estime et la confiance, en fait, elle était fluctuante, mais elle a grandi au fur et à mesure du temps et on va dire des expériences qu'ils ont réussi à surmonter. Alors c'est pour ça que je te parlais de qu'est-ce que tu mets derrière le mot confiance, parce qu'effectivement entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, on va pas faire une masterclass aujourd'hui, mais déjà c'est des notions quand même différentes. Mais dans tous les cas, il y a besoin de la connaissance de soi, d'où l'importance d'un outil de connaissance, tu vois, dont je parlais tout à l'heure. Je pense quand même que je crois depuis toujours à une forme de force intérieure, tu vois, qui va à un moment donné dans les moments difficiles, m'aider à dépasser les épreuves. Je pense aussi que j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie très difficiles et que parfois j'ai un peu cumulé, tu vois. Et donc, à chaque fois que je passe une épreuve, je me dis « Ah, si j'ai réussi à passer celle-là, c'est pas mal. » Donc, tu vois, ça renforce ma confiance en moi. Même si je pense que j'ai en permanence une espèce de réflexe, je sais pas si je peux dire le mot doute, mais en tout cas, où je vais me dire « Mais est-ce que là, je me trompe pas? Est-ce que là, je vais dans la bonne direction? Est-ce que les choix que je suis en train de faire, ils sont vraiment en lien avec ce que je veux profondément? » C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui font des bilans, les 6 mois par exemple. Ben moi, j'ai l'impression que c'est comme si je faisais un peu un bilan permanent, c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose, je profite du moment et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Tu vois? Et ce qui me permet à chaque fois de resituer, entre guillemets, et de recalibrer un peu la direction que je suis en train de prendre. Et je pense que c'est ça qui m'aide au fur et à mesure, quand je passe les épreuves, à gagner en confiance en moi. Pourquoi je mettais ça un peu en balance? C'est parce que il y a des fois des gens qui disent, mais en fait, tu doutes de toi. Mais en fait, je pense que c'est intéressant de douter de soi aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on doute de soi qu'on n'a pas confiance en soi. Moi, je crois qu'à un moment donné, on peut douter de soi, juste parce que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir les pieds sur terre, de pas prendre le melon, de se dire... j'ai le droit de faire des erreurs et peut-être que là, je suis en train d'en faire une et c'est pas grave. Tu vois, c'est aussi une forme de tolérance avec soi-même, de bienveillance avec soi-même. Donc ça, c'est pour la partie confiance en soi. Et puis après, la question de la confiance dans les autres, ou j'allais dire plus globalement dans la vie. Déjà, je suis une nature optimiste, donc je pense que ça m'aide. Tu vois, je suis peut-être née comme ça, pas sûre de l'avoir travaillé en particulier. Ou en tout cas, j'en ai pas eu conscience pour le coup. Et je pense que j'ai une forme d'optimisme. Et du coup, je me dis, demain, ça ira mieux. Et tu vois, quand je vis des échecs, comme tout le monde, je vis des échecs, je me dis, c'est raté à ce moment-là, mais c'est pas grave. Tu vois, j'en fais pas une maladie. Et je me dis, voilà, je vais rebondir. Et je trouve ça même plutôt excitant de pas forcément savoir, d'ailleurs, comment la suite va se passer. Tu vois, quand au mois de juin dernier, je me retrouve au chômage. Ça fait 20 ans que je bosse, j'ai occupé des fonctions importantes et je me retrouve au chômage. Et soit je pouvais m'enfermer dans la honte et garder ça pour moi, soit à un moment donné, j'ai publié un post sur LinkedIn en disant aujourd'hui c'est mon premier jour de chômage, pourtant j'étais DG, etc., etc. Et il est parti, il a été viral, tu vois, il a fait plus de 25 000 likes. Et ça m'a donné de la force. C'est-à-dire que je me suis aperçue que j'étais pas toute seule, d'abord, à vivre ces choses-là. Je me suis sentie du coup en confiance. Aussi en confiance, tu vois, j'aurais pu me dire, là, je vais publier ça, mais les gens, ils vont se dire que je suis nulle, que je suis faible, que je suis vulnérable. Et en fait, je me suis dit, on verra bien. Et je pense que naturellement, les gens sont gentils. Et c'est pas péjoratif quand je dis, vraiment, je crois que naturellement, les gens préfèrent être gentils que méchants. On leur donne pas toujours une bonne occasion d'être gentils, mais voilà. Et s'il y a quelques personnes qui vont être des haters, qui vont me critiquer, je les gérerai. Et d'ailleurs, en l'occurrence, tu vois, je n'ai pas eu un seul message d'attaque. Je crois vraiment que la question de la sincérité ou de l'authenticité ou même de montrer ses vulnérabilités, en fait, ça attire aussi à soi des gens qui ces valeurs-là ont du sens, ont de l'importance et ils peuvent les considérer comme même respectueuses. Et du coup, franchement, j'ai pas eu ça peut paraître étonnant, mais j'ai vraiment pas eu de haters, quoi. Mais tant mieux, parce que les gérer, c'est jamais une chose simple. Surtout quand tu dis que t'es DG et que t'es licencié, tu vois, je m'attendais à ce que les gens disent une DG qui est licenciée, youpi, elle-même, elle a dû en licencier avant, surtout qu'elle a été DRH, donc elle a dû en licencier. Et oui, bien sûr, fait aussi partie de mon travail de temps en temps. Tu vois, je m'attendais à avoir un retour de bâton, et en fait, pas du tout.
Ah bah tant mieux. Donc du coup, on a abordé la confiance en soi, le droit à l'erreur, finalement. Regard des autres un petit peu aussi, on vient de l'évoquer. Ta capacité à rester positive malgré les coups durs. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, finalement, est le moteur de ta motivation? Franchement, je pense que c'est la curiosité. Je me dis en une vie, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire et de rencontrer toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer. Et toutes celles auxquelles je n'ai pas pensé d'ailleurs. Donc je pense que j'ai une forme d'empressement. C'est pas stressant, hein, mais c'est une forme d'énergie intérieure qui fait que une nature assez passionnée, tu vois. Donc d'ailleurs, c'est aussi un risque. C'est que je prends un bouquin, je vais le dévorer et je peux ne pas dormir, tu vois, pour aller jusqu'à la fin. Ou je vais découvrir un sujet que je connais pas du tout et je peux trouver ça hyper passionnant. Je vais lire tout ce qui existe sur Internet sur le sujet. Donc, tu vois, je vais m'enfermer un peu dans ma bulle et je vais découvrir tout un tas de sujets qui me serviront peut-être à rien, mais j'aurais découvert que ça existe. Et quelque part, je me dis, ça contribue aussi à mon ouverture d'esprit, tu vois. Par contre, mon plus grand malheur, c'est que j'oublie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, tu vois, peuvent enrichir et avoir une bonne culture générale par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Et moi, en fait, je vais retenir quelques éléments, mais je fais aussi beaucoup de ménage dans ma tête parce que sinon, je me sentirais peut-être trop envahie. Donc, ça, c'est un peu mon malheur, c'est que j'oublie trop par rapport à tout ce que je vois ou lis. J'aurais tendance un petit peu à agir un peu comme toi, c'est-à-dire que je suis curieux de tout. Je m'intéresse à plein de choses, j'ai plein de livres, j'en lis même, mais c'est vrai que souvent je vais être très sélectif après dans ma mémoire. Des fois, un livre, c'est une rencontre, mais avec peut-être juste une phrase en fait qui va faire écho, quelque chose qui va te faire. Tu vas pas apprécier tout le livre, mais il y a un truc sur lequel ça va te faire réfléchir. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je mets des petits post-it, enfin, tu sais, des petits marque-pages dans mes livres, et ça peut m'arriver même de faire des fiches quand je trouve que le livre est vraiment passionnant et qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, je peux me faire des fiches, par exemple. Ah, ça m'étonne pas, parce qu'après, c'est vrai que ça donne des idées, ça fait réfléchir, ça peut alimenter un post à un moment donné sur toi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est parce que j'ai envie de partager, tu vois. Je me dis, mais ça, c'est super intéressant et je suis pas sûre que tout le monde connaisse, le sache, etc. Donc, du coup, je vais me le noter en me disant, ça, il faut que je le partage absolument. Voilà. Ouais, t'as raison. T'en as le sens du partage, c'est sûr que c'est pas ça. C'est comme ça que, tu vois, j'ai voulu... Par exemple, mon podcast Valeurs Agitées, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à discuter avec des gens de mon réseau proche ou moins proche, peu importe. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant ce qu'ils me racontent là. En fait, c'est dommage que je sois le seul ou la seule à en profiter. Et du coup, c'est comme ça que le podcast, il a démarré. Tu vois, je me suis dit, en fait, je vais enregistrer les échanges, les interviews que j'ai avec ces gens-là, partager ces connaissances, ce contenu hyper riche que ces personnes-là me mettent à disposition. Et en plus, je vais les économiser, comme ça, ils vont éviter de se répéter 10 fois. Et c'est comme ça que j'ai mis en place le podcast Valeurs Agitées, alors que je connaissais rien en podcasting, je savais même pas ce que c'était qu'un podcast. Il y a encore 6 mois avant que je développe le podcast, tu vois. Je me souviens, on avait échangé sur... Exactement. Je me souviens bien. Si je te dis pression, stress... Ouais. Alors, est-ce que c'est certainement des choses que tu as dû avoir certainement à gérer? Et quels outils tu as utilisés dans ces moments-là pour pouvoir... le gérer au mieux, j'ai envie de dire. Alors, d'abord, j'ai eu à gérer ma pression et mon stress, et j'ai eu à gérer la pression et le stress des autres. C'est-à-dire que quand tu es DRH, quand les gens vont pas bien dans les services, ils arrivent où? Ils arrivent à la DRH. Et pour les situations les plus complexes, c'est pas les agents de la DRH, les salariés de la DRH, c'est en fait la directrice des ressources humaines. Donc déjà, en premier lieu, si tu veux, je me suis mis une forme de pression en me disant « Je me dois d'assurer le bien-être des salariés, de répondre à leurs besoins, de pouvoir prévenir les risques professionnels, etc. » Et en fait, à vouloir gérer la santé mentale, la pression et éviter le burn-out pour les collaborateurs, en fait, j'ai fait un burn-out. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et donc, en fait, j'ai vachement appris de cette expérience parce que du coup, forcément, donc c'était il y a longtemps, c'était en 2012. Du coup, j'ai approfondi mes connaissances dans le domaine de la prévention des risques et de la santé mentale en particulier et du burn-out tout spécifiquement, qui moi m'a aidé au-delà des formations, de la connaissance que j'ai pu acquérir sur le sujet. J'ai analysé en fait pourquoi j'étais dans ce niveau de stress-là ou ce niveau de tension. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, je me mettais en posture un peu de sauveuse.
qui est pas du tout adapté, même si voilà, c'est une tendance naturelle que j'ai et je lutte encore contre ça aujourd'hui. Je m'en suis pas débarrassée, mais vraiment je fais très attention parce qu'après sinon on tombe dans le triangle dramatique de Karpman. Donc du coup il a fallu, tu vois, que je transforme ma croyance de je dois sauver les gens à non, en fait je suis là pour les aider. Je suis là pour mettre en place tout un tas de choses, mais il y a une partie qui ne m'appartient pas, qui leur appartient. Tu vois, il a fallu déjà que je fasse ce travail de fond, en termes de croyances. Je vais donner un exemple. Je croyais que je ne pouvais pas rentrer chez moi tant que je n'avais pas lu tous mes mails, parce que je me disais, peut-être que demain matin, je vais venir travailler et je vais me découvrir qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un appel au secours et un message que j'ai pas lu, et peut-être que le lendemain matin, il sera décédé, il sera suicidé. Voilà, c'était ma croyance. Et je redoutais ça tellement que du coup, je terminais à pas d'heure, je terminais à 22h tous les soirs, c'est le gardien qui m'était dehors, enfin bon, voilà, c'était plus possible, quoi. J'avais plus d'équilibre vie pro, vie perso, etc. Enfin, donc il a fallu d'abord que je travaille sur cette croyance-là, à me dire, mais en fait, je peux rentrer chez moi, même si j'ai pas lu tous mes mails, par exemple, et c'est pas grave. Et il y aura peut-être des suicides, et malheureusement, et c'est pas d'abord forcément lié au domaine professionnel, c'est pas forcément lié à moi et à une erreur que j'aurais pu faire. Puis malheureusement, quand tu es des RH de 2000 collaborateurs, oui, il y a probablement des gens qui vont se suicider sur l'ensemble de ta carrière et il faudra apprendre à le gérer. Et ce sera aussi un travail d'apprentissage qui sera aussi à faire. Bref, donc j'ai travaillé sur mes croyances. Après, j'ai aussi réalisé que j'étais sur des postes DRH ou DG publics. Et donc, je portais une fonction, une responsabilité qui me dépassait. Et quelque part, je ne trouvais pas d'espace de liberté. C'est-à-dire que quand tu es DRH ou quand tu es DG, tout ce que tu dis peut être tenu contre toi. Et quand tu es en province, c'est encore pire, puisque quand tu sors, même sur ta vie privée, tu croises des collaborateurs, ils te voient, ils te reconnaissent, machin, et tout ce que tu fais, y compris dans ta vie privée, peut rejaillir dans le domaine professionnel. Bref. Et en fait, je me suis dit, très bien, si moi, ce besoin de liberté, il est important pour moi et qu'aujourd'hui, je n'ai pas cet espace-là, il faut que je trouve des espaces pour le faire. Et donc, c'est là où je me suis mis à faire du théâtre d'improvisation ou à faire du clown. Je me suis mis aussi à faire de la sophrologie en 2012 pour trouver ces espaces de liberté et de gestion de mes émotions, de mon stress et aussi trouver des moments où je retire le costume de DRH ou de DG. Je ne suis pas que ça. Je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi plein d'autres choses que j'ai aussi envie d'expérimenter. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est ce qui m'a aussi... Et puis le coaching, très clairement. J'étais déjà formée au coaching. Je me suis aussi fait coacher. Et ça m'a aidé à prendre ce recul, justement, de comprendre... quand tu fais un burn-out, si tu es dans une posture de victime et que de victime, il y a de grandes chances que tu reproduises encore le burn-out d'une structure. Donc, en fait, il y a une part... Il y a vraiment une co-responsabilité, il y a une part qu'il faut prendre, qui n'est pas forcément facile, parce que ça oblige à se remettre en question. Puis il y a aussi des choses qu'il ne faut pas prendre, qui correspondent vraiment à la responsabilité de l'employeur. Et c'est là toute la difficulté, c'est de faire la distinction entre les deux. Et le coaching, en soi, m'a aidé pour ça. Alors, on a abordé la gestion des émotions. Je vais te poser ma dernière question, qui est la meilleure, et que j'aime bien poser. Très souvent, pour avoir une force mentale, on entend qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas d'accord. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que je suis quelqu'un de persévérante, mais parce que je suis aussi capable de faire confiance dans la situation ou dans les autres ou dans ma capacité à rebondir, j'ai bien sûr que je lâche prise. C'est parce que j'ai cette forme d'optimisme, de confiance, que j'arrive à lâcher prise. Et dans le lâcher prise, de quoi on se parle en fait ? Est-ce qu'on parle des émotions ? Est-ce qu'on parle l'endurance ? Est-ce qu'on parle, tu vois, moi, je suis plus persévérante que endurante. C'est-à-dire que je suis meilleure sur des challenges courts que sur des choses très longues. Ça, c'est un de mes challenges, justement, dans ma nouvelle structure, dans ma nouvelle société. C'est de m'assurer que je tienne dans la durée. C'est vraiment d'organisation, de principe d'organisation que je me suis fixée, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut lâcher prise, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. En fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, qui est à notre main, ce sur quoi on a un pouvoir d'influence, qui n'est pas la même chose, et ce sur lequel on n'a aucune maîtrise. Et donc ça nécessite justement une grande connaissance de soi, parce que qu'on arrive vraiment à contrôler qui est à notre main, on peut même pas dire que c'est tout
tout ce qu'on est. Il y a déjà une partie sur laquelle je pense qu'on ne peut pas toujours se maîtriser, se contrôler, etc. Je pense qu'il faut lâcher prise, faut se faire confiance. Et on a un pouvoir d'influence sur des choses qu'on arrive à percevoir, à identifier. Puis à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je parle pas que chez nous, mais aussi dans l'environnement dans lequel on est. De temps en temps, le lâcher prise, ça peut être aussi de se dire, là, j'abandonne, je vais pas plus loin, et c'est pas grave, c'est pas de la faiblesse, c'est de se dire, ça ne me correspond plus, cette situation ne me va plus, elle ne me produit plus de bénéfices, j'ai pas de profit à ça, et je parle de profit au sens profitable pour soi, je laisse tomber. Et donc, entre guillemets, laisser tomber, c'est aussi une forme de lâcher prise. Et ça peut être bénéfique. Écoute, Magali, merci beaucoup pour ton temps, pour cette belle interview. Merci, Sébastien. Pour la tradition du podcast, en fait, le mot de la fin te revient. Donc, tu nous as fait un joli mot du début. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pour clôturer ce podcast? Moi, j'ai juste envie de dire que le monde, il est vraiment empli de belles personnes. Et que j'en ai marre d'entendre des gens qui sont tout le temps en train de râler en disant « Ouais, tout le monde est individualiste, tout le monde est tourné sur lui-même. » Moi, franchement, autour de moi, je vois plein de gens qui sont hyper ouverts, plein de gens hyper positifs, plein de gens qui ont envie d'aider. Et donc, voilà, il faut peut-être juste apprendre à les voir, quoi. Ouais, tu vas peut-être moins centré sur soi, du coup, plus ouvert. C'est ça. Ok, écoute, ça sera le mot de la fin. Je te remercie. Merci à toi, Sébastien. C'était un plaisir. Contacter. Quels sont les moyens pour venir à toi? Alors, LinkedIn, parce que je suis très présente sur LinkedIn. Voilà. Je publie régulièrement chaque semaine. Et puis, après, c'est sur mon site francecoaching.com. Ok, super. Écoute, pour celles et ceux qui auront envie d'aller te consulter ou en tout cas se renseigner sur ce que tu proposes, voilà. Ils ont l'info. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.